Donc, bonjour à tous, bienvenue donc pour ce 18e webinaire du réseau Rappel, qui est donc consacré au déploiement du nouveau régime d'aide à la rénovation énergétique des copropriétés fragiles de l'ANA. On aura aujourd'hui deux intervenants, Vincent Perrault qui est responsable du programme Habiter Mieux donc à l'ANA, et Pierre Sitko qui est directeur du registre national des copropriétés. On les remercie pour leur intervention. Donc la présentation va durer une trentaine de minutes, elle va se dérouler en deux temps. À chaque fois, Élise et moi-même, on recueillera vos questions. Donc les participants, vous pouvez pas prendre la parole parce que ça serait trop compliqué de gérer vos micros. Donc on vous propose de poser vos questions par écrit dans l'onglet conversation. Et on compilera donc les questions, on les classera par thématique pour les traiter de manière plus facile pour les intervenants. Dans un premier temps, après la présentation de Vincent Perrault, et puis après la présentation de Pierre Sitko. Alors pour les intervenants, vous essayez de pas vous laisser perturber par les questions. Hein, c'est bien nous qui gérons les questions, donc ne les regardez pas pendant votre présentation. Et puis si jamais il y a un problème de connexion, et pareil, pas d'inquiétude, vous vous reconnectez. N'oubliez pas de rebrancher votre micro. Et puis on vous attend. Voilà, il y a parfois des petits bugs, mais normalement tout va bien. Donc la réunion est enregistrée et sera mise en ligne s'il n'y a pas de problème au montage assez rapidement d'ici la fin de la semaine. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc n'hésitez pas, les participants, tout au long de la présentation, à poser vos questions qu'on compilera par la suite. Voilà, je vais donc débrancher ma caméra et puis laisser la parole à Vincent pour une première partie de présentation. Bien, merci Claire pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. S'il y a des problèmes de son, vous pouvez le manifester tout de suite, qu'on règle cela. Ou s'il y a des problèmes de diction également, n'hésitez pas. Donc pour ce premier webinaire accueilli et hébergé à l'ANA, puisque pour ceux qui auront l'œil juste, vous aurez remarqué derrière Élise de Fossé un petit organigramme de l'agence, puisque nous avons la chance d'accueillir Leclerc à l'ANA ce matin. Donc sur cette première partie, j'ai remarqué que certains d'entre vous avaient déjà participé à un précédent webinaire que j'avais fait il y a 2-3 mois au sein du réseau Flamme. On retrouvera quelques diapositives, mais en fait, on aura largement des éléments nouveaux, notamment sur le registre national des copropriétés, que Pierre Sitko vous présentera dans un peu plus d'un petit quart d'heure. Alors, ce matin, peut-être je reviens quand même sur les fondamentaux de ce nouveau régime d'aide, d'aide aux travaux, mais également de l'aide à l'ingénierie. Une première diapositive pour vous rappeler et contextualiser un petit peu l'intervention de l'agence sur les copropriétés. À savoir que pendant tout au long des années 80-90, l'agence intervenait principalement auprès d'une cible particulière de copropriétés qui étaient les copropriétés dégradées, les copropriétés difficultés, de synonymes que vous voyez ici sur la droite de la diapositive et qui sont effectivement le noyau dur un peu d'intervention sur cet objet, un petit peu très particulier. Une intervention historique qui relevait de l'aide au redressement, une intervention curative après constatation et d'un cumul de difficultés sur tout un tas de critères et après la réalisation d'un diagnostic approfondi sur l'état de difficulté des copropriétés et qui permet de déclencher des aides substantielles de l'agence jusqu'à la hauteur de 50% des travaux financés pour tout type de travaux qui permettaient de sortir la copropriété de ces difficultés. On parle là d'intervention dans le cadre
principalement d'opérations programmées dédiées à ce sujet, donc des OPA copropriétés dégradées, des OPA RU avec volet copro, des plans de sauvegarde, etc. Donc il y a là forcément une intervention de la collectivité notamment, qui va missionner un opérateur de suivi animation via un appel d'offres. Et dans ce cadre-là, il est possible depuis 2013 de financer de la rénovation énergétique en mobilisant le FART. Et dans ce cadre-là, donc on est sur une exigence de gain énergétique de 35% minimum. Et dans ce cadre-là, en ce qui concerne les C2E, ceux-ci sont réservés pour l'ANA et valorisés exclusivement par l'ANA. L'autre intervention qui est apparue en 2011, puis surtout en 2013 pour les PB sur l'objet bâtiment collectif copropriété, c'est la mobilisation des aides individuelles qui peut se faire sur les bâtiments collectifs, mais là ce sont donc des aides individuelles et non pas des aides collectives à l'ensemble des syndicats de copropriétaires. Et ces aides nécessitaient notamment soit la mobilisation d'un opérateur ANA, donc soit habilité ou agréé lorsqu'on est en diffus, soit via un opérateur de suivi animation lorsqu'on est en secteur programmé, avec des gains énergétiques puisqu'on est sur la mobilisation d'aides individuelles de 25%, mais les aides individuelles dans ce cadre-là peuvent être mobilisées, comme le titre de la diapositive le souligne, sur des financements de travaux de partie commune. Et dans ce cadre-là, lorsqu'on intervient en aide individuelle sur les copropriétés, je rappelle la petite spécificité que les C2E ne sont pas valorisés par l'ANA. Et donc, il convient pour les opérateurs notamment de ne pas exiger d'exclusivité de valorisation de ces C2E dans ce type d'opération en copropriété, je le ressouligne. Alors, depuis 2012, l'agence a développé d'autres outils d'intervention sur les copropriétés, de l'ordre du préventif, avec le financement d'observatoires notamment et de programmes d'intervention en ingénierie préventive, ce qu'on appelait les POPAC, qui ont été depuis inscrits dans le droit commun de l'agence. Donc c'était initialement une expérimentation qui a été confirmée par la suite et qui permet de financer, comme je viens de le dire, des observatoires ou des POPAC portés par des collectivités. Et puis, pour aller toujours un peu plus loin et combler un peu progressivement les trous de la raquette, en 2016, on nous a demandé de réfléchir au développement d'une nouvelle offre donc qui était simple et que je vais vous présenter rapidement dans les 7 dernières minutes qui nous restent pour financer la rénovation énergétique des copropriétés dites fragiles. Donc avec cette question, quelle est la distinction entre copropriété fragile et copropriété dégradée et quels sont les grands principes de mobilisation de l'agence sur ce sujet. Alors, je passe à la diapositive suivante. Donc, comme vous avez probablement à ce stade de l'année déjà dû entendre parler, c'est bien une aide, une double aide, une aide à la fois d'ingénierie, de financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'accompagnement des copropriétés, et en même temps une aide aux travaux qui peuvent être déclenchés par la suite, dès lors que l'ensemble des volets techniques, sociaux et financiers qui sont attendus par l'agence sont bien réalisés. Une nouvelle aide qui est volontairement simple, à savoir qu'elle peut être mobilisée en diffus ou en programmé, sur des critères d'éligibilité sur lesquels je vais revenir, qui sont volontairement simples, là aussi, à savoir on n'attend pas d'avoir fait un diagnostic très approfondi, très complet de la copropriété avant de pouvoir mobiliser de l'aide à la maîtrise d'ouvrage, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, et une aide là aussi volontairement différente de l'aide individuelle, puisque une aide collective, indépendamment donc des revenus des copropriétaires. Bonjour Anne qui pose une question, mais je ne me laisse pas, je ne lis pas les questions. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on appelle la fragilité des copropriétés? Donc là aussi, on a retenu deux critères volontairement simples, à la fois l'étiquette énergétique du bâti et puis la présence de taux d'impayés de charges de copropriété. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont déjà pu discuter sur ce nouveau régime d'aide, effectivement, ce critère est celui qui fait beaucoup parler. En même temps, c'est un peu
le compromis que nous avons réussi à obtenir lorsque nous avons imaginé ce nouveau régime d'aide, qui permet donc d'identifier des signes de fragilité, même s'il est effectivement imparfait à quelques égards. Et nous y reviendrons probablement dans la discussion et lors des échanges. Sur la base de ces deux critères, il est possible pour la copropriété de mobiliser la subvention de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On exclut du champ les copropriétés les plus en difficulté, les maisons en bande également, et toute copropriété qui ne comprendrait pas au minimum de 75% de l'eau d'habitation. Voilà un petit peu pour les principales exclusions de copropriété. Il s'agit bien de s'adresser sur un segment intermédiaire de copropriété, celles qui sont en capacité de passer à un mode projet de travaux, et donc on exclut celles qui sont vraiment en grande difficulté, et en même temps il s'agit aussi bien sûr de ne pas servir des copropriétés saines qui sont complètement prêtes à se lancer d'elles-mêmes sur des projets de rénovation énergétique. Le contenu et les attendus en matière d'assistance à maîtrise d'ouvrage, 3 grands volets qui doivent être justifiés pour pouvoir bénéficier de l'aide aux travaux. Je ne m'attarde pas trop là-dessus non plus, puisque c'est assez connu, et puis on a d'autres sujets peut-être plus intéressants à évoquer, mais si ce n'est que pour la réalisation de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la particularité c'est qu'on a ouvert en matière d'opérateur à tout opérateur, c'est-à-dire qu'il n'est plus obligé que l'opérateur qui réalise ces éléments soit un opérateur habilité ou agréé par l'ANA, ou qui ait gagné un appel d'offres lancé par une collectivité locale. Il n'est pas obligé non plus que l'ensemble de ces éléments soient réalisés par un seul et même prestataire. Une partie, tout de ces missions peuvent être réalisées également par des organismes satellites, des collectivités. Le financement de ces prestations, dimensionné à hauteur de 30% d'une assiette de dépenses de 600 €, des prestations qui néanmoins ne peuvent être réalisées ni par les maîtres d'œuvre, ni par les entreprises intervenant sur le même projet. Nous finançons également les travaux à hauteur de 25% d'une assiette de 15 000 € de travaux par lot d'habitation, des travaux sur partie commune ou sur des travaux d'intérêt collectif sur partie privative, des travaux de rénovation énergétique ou bien des travaux induits également, avec un objectif de gain de performance énergétique minimum de 35%. Alors, les grands enjeux pour cette année, c'est bien le déploiement de ce nouveau régime d'aide avec trois grands enjeux. L'idée de faire connaître le nouveau régime d'aide à l'ensemble des acteurs locaux de l'habitat. Donc, on a normalement envoyé depuis le début de l'année un certain nombre d'informations sur ce nouveau régime d'aide. Je récapitulerai dans la diapositive suivante la liste des documents qui sont aujourd'hui à disposition de tout le monde. Il est impératif localement de bien organiser le circuit d'information et d'orientation des demandeurs, à savoir, voilà, lorsqu'un copropriétaire aujourd'hui appelle, aussi bien un EIE, un PRISANA ou une PTRE ou un service habitat d'une collectivité locale, il faut qu'il y ait une sorte d'organisation un peu collective locale pour bien orienter auprès d'un centre de ressources locales qu'il faut désigner, qui maîtrise un peu mieux le sujet que les autres. Donc là, c'est ouvert un peu à la discrétion locale, mais l'idée, c'est bien que toute demande sur ce régime d'aide, aussi bien de la part d'un copropriétaire qui rentre dans les plafonds de ressources de l'ANA qu'un copropriétaire qui ne rentre pas dans les plafonds de ressources de l'ANA, il faut qu'il puisse accéder à une information sur ce nouveau régime d'aide. Nous finançons des missions d'information et des missions de formation à 100%, réalisées par les ADIL ou par d'autres acteurs locaux, pour favoriser là aussi l'appropriation de ce régime d'aide. Attention à pas trop tomber dans des effets d'aubaine. Nous avons déjà eu quelques petites demandes de financement qui nous surprennent un peu, notamment une heure de travail à 3 000 €. Donc il va falloir aussi faire attention à ce qui est remonté comme demande de financement. Mais bon, voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de limitation, de contraintes sur la mobilisation de ces fonds, mais en même temps, nous avons un petit regard vigilant à ce qu'il n'y ait pas un peu
tout et n'importe quoi qui soit financé par ce système d'aide. Un des grands enjeux, c'est bien la mobilisation des professionnels dès cette année, avec deux types de professionnels. D'abord, les acteurs de l'ingénierie locale, bureaux d'études, etc., qui seraient susceptibles de développer une nouvelle activité à destination des copropriétés, et les syndics professionnels, avec lesquels, en général, les collectivités n'ont pas encore toujours des relations stabilisées ou apaisées, mais l'expérience sur certaines collectivités nous montre que on peut y arriver, et ce sont bien eux qui vont se révéler être des prescripteurs aussi de dossiers assez importants. Au niveau national, on travaille sur un certain nombre de partenariats aussi pour faire émerger des dossiers dont on parlera à la rentrée. Et enfin, le dernier enjeu, à côté de cette animation de réseau local, c'est de travailler sur leur pairage. Donc Pierre Sitko va vous expliquer dans quelques instants comment on peut mobiliser le registre national des copropriétés à ce sujet. Il y a d'autres aussi façons de faire. J'ai évoqué la mobilisation des syndics, des acteurs locaux, la bonne orientation des demandeurs via notamment des réseaux type IE qui n'ont pas forcément toujours sur le terrain l'habitude de partager des informations avec le réseau ANA. Et puis, voilà un petit peu pour les premiers éléments. Je vois que le temps passe, donc je termine avec ma dernière diapositive pour aller plus loin. Un certain nombre de documents que vous pouvez récupérer sur l'Extrana pour ceux qui ont accès, ou bien auprès de votre délégation locale de l'ANA qui pourra vous les transmettre. La délibération précise sur le nouveau régime d'aide, une note sur l'organisation du déploiement avec des recommandations précises sur l'orientation des demandeurs, des outils et des kits de communication, des affiches, des dépliants qui permettent de communiquer auprès du grand public, une note sur le financement des actions de communication et de formation que j'évoquais tout à l'heure, et un document de foire aux questions qui permet déjà, à travers une soixantaine de questions précises, d'évoquer tout un tas de sujets très, très pragmatiques et très précis sur la mobilisation de ces aides. Voilà, j'espère que j'ai tenu le temps et j'imagine qu'il reste encore beaucoup de questions que je n'ai pas eu le temps de lire pour ne pas me laisser avoir par le temps. Comment on fait? Reprends la main. Si vous m'entendez. Peut-être du coup, je remercie Lana pour son accueil effectivement improvisé. Voilà, c'est parfait sur la technique. En plus, ils assurent. Alors, il y a eu des questions sur les C2E, donc il y a eu quelques précisions, mais il y a une question quand même. Je ne sais pas si elle a eu déjà sa réponse ou pas. Pour les aides individuelles, les C2E sont valorisables par les propriétaires, pour l'interrogation, même avec des aides de l'ANA. Alors, attendez, il faudrait en fait que vous coupiez, il y a de l'écho si vous avez vos micros tous en même temps. Donc, du coup, voilà. Donc là, donc pour répondre à cette question très précisément, la valorisation des C2E est possible dans le cas de mobilisation d'aide individuelle pour des travaux sur partie commune en copropriété. Pas en maison individuelle, bien évidemment, mais on parle bien donc pour des aides individuelles mobilisées pour financer des travaux sur partie commune en copropriété. Là, l'ANA ne valorise pas et ne récupère pas les C2E. Donc les collectivités peuvent le faire, ou bien la copropriété peut le faire, et notamment lorsque la copropriété est accompagnée par un groupement d'entreprises qui propose, là c'est possible. J'espère. Une autre question sur la partie, on va dire financière. Les 25% des 15 000 € hors taxe de travaux sont éligibles par tous les lots, quelle que soit leur situation individuelle. Les 25% de 15 000 € hors taxe de travaux sont éligibles pour tous les lots, quelle que soit leur situation individuelle. Alors, il s'agit bien l'aide copro-fragile, et il s'agit bien d'une aide collective, du sens, c'est une aide attribuée aux syndicats de copropriétaires. Donc, elle s'adresse à tous les copropriétaires puisque le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires, indépendamment des situations individuelles en matière de plafond de ressources.
Il s'agit, je complète également la réponse, il s'agit de 15 000 euros de travaux éligibles, auxquels on peut rajouter les dépenses de maîtrise d'œuvre, etc., qui sont induites par le projet. À savoir, si vous avez sur une copropriété 15 000 euros de travaux de réno énergétique et que vous avez également 2 000 euros par lot de travaux, de dépenses de maîtrise d'œuvre, le 25% seront appliqués sur un montant total de 17 000 euros. Une question d'Anne-Valérie Duc, Pôle Énergie. Comment être sûr du taux d'impayé? Souvent, les syndics de gestion préfèrent couvrir cette partie, donc il est difficile d'avoir la vraie vision. Comment être sûr du taux d'impayé? Souvent, les... Alors, sur le taux d'impayé, on a précisé notamment dans la foire aux questions, le document de foire aux questions, les méthodes de calcul qui sont pas compliquées. Ce sont des informations qui sont disponibles très facilement pour les syndics, que vous allez retrouver d'ailleurs dans le registre des copropriétés normalement. Et je laisserai Pierre préciser ce point. Et donc, ce n'est pas une information complexe d'accès. C'était bien ça la question. Sur la fiabilité, des informations, ce sont des informations qui sont actées en assemblée générale et remontées par les syndics, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Donc on est là sur la fiabilité de ces informations-là. En complément, il y a Bernard Deladille qui dit « Dans les conditions d'éligibilité, les copropriétés doivent présenter un fonctionnement sain. Il est question du taux de présence. Est-ce que ces conditions sur la gouvernance sont impératives ?» Sur ce point précisément, vous verrez notamment dans la foire en question qu'est-ce qu'on entend par une gestion saine ou un fonctionnement sain. Je pense que sur ce point très précis du taux de présence, il ne faut pas s'arc-bouter sur cet élément. Mais par contre, l'esprit est le suivant. Il s'agit que la copropriété soit en capacité de prendre des décisions. Donc, qu'elle ait pas de contentieux, qu'elle ait des instances de gestion qui existent, un conseil syndical qui joue son rôle, des AG qui se tiennent, un syndic qui fait son travail, et une gouvernance globale qui fonctionne. Il ne s'agit pas de lancer dans une telle démarche des copropriétés dont vous savez pertinemment ou dont vous pressentez qu'il y a des freins qui vont l'empêcher au bout d'un an de prendre des décisions collectives. Donc on parle de l'esprit, il est un fonctionnement sain, c'est une copropriété qui est en pleine capacité de prendre des décisions. Donc c'est subtil, hein, ça peut être parfois un taux de détail. Donc si vous voyez apparaître un taux de présence très faible, interrogez-vous effectivement à quoi c'est lié, mais indépendamment de ce taux, est-ce que quand même la copropriété, selon vous, peut être en capacité de prendre une décision collective, si elle est bien accompagnée notamment. Sur ce point. Ok. Y a-t-il des conditions d'ancienneté dans le logement? Je pense qu'il n'y a pas plus de conditions d'ancienneté que pour le programme Habiter en général, et cela c'est la RT 2001, donc il faut un minimum d'ancienneté, de date de construction qui remonte à 2001, sauf erreur de ma part. Je pense que c'est ça, puisque c'est lié au décret phare. Ok. Est-ce qu'il y a obligation de la copropriété d'avoir déjà mis en place un fonds de travaux? La seule obligation qui existe à ce stade, c'est le fait que la copropriété soit bien enregistrée dans le registre national de la copropriété. Le régime d'aide n'a pas vocation à vérifier le respect de toutes les obligations légales d'une copropriété. Alors, encore une question. Qu'entendez-vous plus précisément par le rôle croissant? S'il y a un organe ou des acteurs qui ont connaissance à la fois de copropriétés qui portent des projets et de situations précises sur notamment la question du taux d'impayé ou la connaissance d'une étiquette énergétique,
ce sont bien les syndics. Alors, on est avec des acteurs du secteur privé qui ont des relations très particulières avec les autorités publiques, dont l'expérience nous a montré que cette relation pouvait évoluer. Donc effectivement, il y a beaucoup de collectivités qui ont du mal aujourd'hui à obtenir l'oreille des syndics pro sur leur territoire, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais en fait, l'expérience montre que cette relation peut évoluer. Il ne faut pas s'arrêter à des premières tentatives, soit infructueuses, de rencontres ou d'échanges qui ont pu avoir lieu par le passé ou encore en début d'année. On apporte avec ce régime d'aide une offre de service pour améliorer collectivement la situation du patrimoine géré par ces acteurs. Je propose qu'on passe la parole à Pierre Sitko. Il y a encore des questions qui arrivent. On va essayer de continuer à les compiler pour éventuellement revenir dessus après sa présentation, parce qu'il est possible qu'il amène des réponses à des questions existantes. Par contre, je sais pas s'il faut pas que vous déconnectiez et reconnectiez votre caméra là, parce que pour l'instant, moi, l'image c'est arrêté sur Vincent. Ouais, super. Oh. Ah, c'est pas grave si on Oui, voit oui. pas, hein. On vous laisse prendre la parole. Merci, Pierre. D'accord. Donc après vous avoir présenté, Vincent vous a présenté donc les nouvelles aides Habiter mieux en faveur des copropriétés. Moi, je vais vous parler d'abord du registre d'immatriculation des syndicats de copropriétaires qui a été instauré par la loi Allure de 2014 et plus précisément par le décret du 26 août 2016. En fait, quel est l'objectif de ce registre? Eh bien, c'est tout d'abord de identifier le parc des copropriétés en France, parce que nous ne le connaissons pas du tout. Il faut savoir que tout ce que l'on sait actuellement, ce sont des estimations sur le nombre de copropriétés. C'est aussi de connaître ses caractéristiques, tant en nombre qu'en localisation, et aussi l'état de santé de la copropriété. En fait, ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre, et c'est le point le plus important de ce registre, de comprendre et d'appréhender le processus de fragilisation des copropriétés. C'est essayer de comprendre pourquoi une copropriété qui fonctionne très bien, petit à petit dans le temps, se fragilise et, si nous n'intervenons pas rapidement, peut directement se dégrader. Ensuite, c'est surtout permettre d'avoir des éléments de comparaison pour l'ensemble des acteurs du monde de la copropriété et donner une meilleure visibilité à la personne morale qu'est le syndicat de copropriétaires. Il faut savoir que en France, c'était la seule personne morale qui n'était pas immatriculée. Maintenant, c'est chose faite avec ce registre. Et enfin, sécuriser les démarches des syndics et des copropriétaires. À titre d'exemple, je vous citerai simplement que dans le cadre de la loi Allure et la séparation des comptes, il y a aussi obligation pour le syndicat de proposer le prélèvement automatique des charges, et cette démarche est mise en place avec les banques. Les banques ont obligation de faire une vérification avant d'attribuer un identifiant à l'organisme créditeur pour que cet identifiant soit unique par organisme. Et donc nous menons actuellement des travaux avec le groupe interbancaire pour leur permettre de s'appuyer sur l'identifiant de la copropriété attribuée par le registre pour mener à bien leur contrôle. Après vous avoir présenté les objectifs, eh bien, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les données contenues dans le registre. Et ces données, nous avons tout d'abord une partie concernant les télédéclarants, et je rappelle que les télédéclarants, ce sont les syndics, donc les représentants légaux, les syndics qu'ils soient bénévoles ou professionnels, les administrateurs provisoires et les notaires. Nous avons des données concernant les demandes de rattachement,
ce qui nous permet de vérifier que le télédéclarant qui fait la demande de rattachement à une copropriété ou la demande d'immatriculation d'une copropriété est bien le représentant légal. Et enfin, des données sur la copropriété, avec 4 grandes parties. Une partie sur l'identification de la copropriété, avec son organisation. Une partie sur les procédures administratives existantes. Une partie sur les données techniques de la copropriété. Et enfin, les données financières. Ce sont ces données qui doivent être mises à jour annuellement par le gestionnaire de la copropriété. Un petit point de situation rapide au 30 juin, car il faut savoir que ces chiffres que je vous présente sont déjà obsolètes. Au 30 juin, nous avions 40 022 copropriétés immatriculées. Actuellement, nous en sommes à 50 000. Nous avons 2357 copropriétés de plus de 200 lots. Et surtout, chose intéressante, 5311 comptes de télédéclarants inscrits, avec les demandes d'immatriculation faites par web service représentant un quart des demandes, et c'est en constante augmentation. La répartition des télédéclarants, c'est 53% de télédéclarants professionnels, 32% de syndics bénévoles et 15% de notaires. Concernant les copropriétés, la répartition, nous avons 6% de copropriétés supérieures à 200 lots principaux, 22% pour les copropriétés entre 50 et 199 lots et 72% des copropriétés de moins de 50 lots. La plupart des copropriétés sont localisées en région parisienne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que nous avons fait un site pilote avant l'ouverture du registre dans cette région, et enfin sur le pourtour méditerranéen. Je rappelle que la loi Allure a imposé un calendrier d'immatriculation avec une obligation pour les copropriétés de plus de 200 lots principaux à être immatriculées avant le 31 décembre 2016. Pour la fin de cette année, ce sont les copropriétés de 50 à 199 lots et les autres pour fin 2018. Petit aussi rappel, c'est que depuis le 1er janvier 2017, les notaires ont obligation d'immatriculer toute nouvelle copropriété. Alors, qu'est-ce que nous mettons en œuvre concernant ce registre? Eh bien, chose importante, nous avons ouvert le 3 juillet 2017 l'annuaire des copropriétés. Cet annuaire ouvert au grand public permet de retrouver toute copropriété immatriculée avec en première version le numéro d'immatriculation, le nom, l'adresse de la copropriété et la date du règlement de copropriété. Ces informations sont conformes au décret du 26 août 2016. Suite à la parution de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 et de la préparation d'un décret, nous aurons à l'automne des informations supplémentaires dans le registre, ce qui nous permettra d'avoir une vision concernant l'état de santé de la copropriété avec la présence éventuelle de procédures administratives et surtout, chose intéressante, c'est l'organisation de la copropriété. Et enfin, des informations sur le représentant légal. Donc, vous voyez qu'avec l'annuaire, premièrement, le panorama des copropriétés que je vais vous présenter juste après, eh bien, nous proposons des outils d'aide à la décision pour les futurs acquéreurs pour se donner une idée sur la copropriété où ils veulent acheter. Concernant le panorama des copropriétés, eh bien, il sera mis en ligne à la fin du mois d'août ou début septembre, et vous aurez des statistiques agrégées par type de taille des copropriétaires, par organisation et statut juridique, par données techniques, et ceci au niveau régional, départemental ou communal. Et vous aurez les données financières, ce seront les charges moyennes agrégées suivant des profils de copropriété avec à chaque fois un écart type pour donner à peu près la validité de ces charges moyennes.
et enfin des procédures administratives et judiciaires. À titre d'exemple, je vous ai montré ci-dessous un panorama que vous pourrez trouver. C'est le nombre de copropriétés par tranche de lot. Vous avez ici à gauche la partie France entière. Ici, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et enfin, vous avez le découpage par département. Quels sont les développements autres à venir? Eh bien, c'est l'accès aux données brutes des copropriétés. Je rappelle que la loi ALUR permet aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l'État, d'accéder aux données brutes des copropriétés stationnées sur leur territoire. Et ceci afin de leur permettre de pouvoir les suivre et analyser leur état de santé. Cet accès a été mis en ligne le 12 juillet et permet donc un téléchargement des données contenues dans le registre. Comment se fait l'accès? Eh bien, tout d'abord, pour des problèmes de sécurité, chaque organisme doit signer une charte de confidentialité avec l'Agence nationale de l'habitat. Si un organisme utilise des prestataires pour faire des études sur ces données, ils devront aussi leur faire signer une charte de confidentialité, tout en sachant que l'organisme reste toujours le responsable vis-à-vis du registre et de la loi de la confidentialité des données. Et obligation pour chaque organisme réalisant des études de remonter ses résultats au registre avant toute communication. Comment se fait l'accès? Si vous êtes un organisme de niveau national, vous aurez l'accès aux données France entière, mais vous pourrez aussi faire des extractions par région et par département. Si vous êtes une institution régionale, vous pourrez faire une extraction de toute votre région ou faire des filtres par département ou par EPCI. Pour les intercommunalités, vous êtes limité à votre intercommunalité ou aux communes de votre intercommunalité. Enfin, les communes n'accèdent qu'aux données des copropriétés sur leur territoire. Il faut savoir aussi que les accès des communes sont gérés par les intercommunalités en application de la loi NOTRe. Alors, pour revenir au sujet qui nous intéresse, c'est le registre et le repérage des copropriétés dans le cadre des aides Habiter mieux. Et chose importante dans ce registre, je vous ai présenté tout à l'heure les données contenues. Eh bien, nous avons, chose importante, c'est les données d'identification des copropriétés. Donc, nous savons précisément où trouver la copropriété parce que nous avons les adresses principales ou secondaires et même nous avons la géolocalisation de ces adresses ainsi que la géolocalisation des parcelles cadastrales. Ensuite, nous avons des données financières. Nous avons les charges courantes, les charges exceptionnelles pour un exercice, ce qui nous permet de calculer le budget de fonctionnement. Nous avons le montant des sommes restant dues et donc à partir de là, nous pouvons en déduire pour cette copropriété le taux d'impayé. Et nous pouvons, de ce fait, vérifier si cette copropriété rentre dans les critères d'impayé du programme Habiter mieux, copropriété fragile. Nous avons aussi les étiquettes énergétiques, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas obligatoires, car si nous avions mis cette information obligatoire, nous aurions eu à ce jour très peu d'immatriculation des copropriétés. Nous avons, chose importante, la période de construction, qui vous permet de vérifier que la date de construction est bien antérieure au 1er juin 2001, qui est la nouvelle norme RT 2001, et donc ce qui permet de dire que ces copropriétés peuvent bénéficier des aides de l'ANA dans le cadre Habiter mieux copro-fragile. Et ce que nous n'avons pas, ce sont la répartition des lots d'habitation entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs.
Nous n'avons pas ces informations dans le registre, car je le rappelle, nous n'avons aucune information nominative dans le registre. Je me suis fait un petit exercice de repérage sur les données au 30 juin du registre, et je peux vous dire que actuellement, nous avons des copropriétés de plus de 200 lots qui ont un taux d'impayé entre 8 et 15% au nombre de 563. Et ces copropriétés se trouvent sur l'ensemble du territoire national. Sur un total de 40 022 copropriétés immatriculées au 30 juin. 2357. Nous avons aussi, pour les autres copropriétés de moins de 200 lots, et donc un taux d'impayé entre 8 et 25%. Ce taux d'impayé concerne 7134 copropriétés de moins de 200 lots, et aussi répartis sur l'ensemble du territoire. Donc vous voyez que dans n'importe quelle région, nous avons des copropriétés qui répondent aux critères de taux d'impayé du programme Habiter mieux. Ensuite, le registre, un outil incontournable pour les politiques locales de l'habitat. Pourquoi? Parce que nous travaillons actuellement avec le ministère, avec un échantillon de collectivités territoriales sur des indicateurs de fragilité. Ces indicateurs de fragilité, eh bien, nous les avons bâtis actuellement suivant certaines catégories concernant le fonctionnement de la copropriété, les caractéristiques et son organisation, sur le bâti et enfin sur la situation financière. Pour l'instant, ces indicateurs sont au stade de l'expérimentation. Nous allons les affiner courant de l'année 2017 et début 2018. Et dès qu'ils seront fiables, nous les publierons et ils seront accessibles pour l'ensemble des collectivités territoriales. De plus, les données contenues dans le registre peuvent permettre d'alimenter les VOC et les POPAC en données tant financières que précises, parce que nous avons les données, les adresses précises des copropriétés. Surtout aussi d'avoir des informations sur les syndics gérant ces copropriétés et de ce fait de mettre en relation l'ensemble des acteurs du monde de la copropriété, car le monde de la copropriété est plus ou moins bien connu par les collectivités ou les services déconcentrés sur leur territoire. Et ensuite, il permettra de mener des études suivant des axes d'analyse très variés, qui sont par exemple l'organisation, l'axe technique sur les bâtiments, sur la problématique des données financières, donc plusieurs axes différents d'analyse et qui nous permettront de comprendre et d'analyser mieux le fonctionnement de la copropriété. Voilà ce que je tenais à vous dire en complément sur les copropriétés. Merci beaucoup pour cette présentation et puis pour avoir respecté le timing, c'est parfait. Alors je vais me charger de des dernières questions qui ont été posées. D'abord sur la question de la télédéclaration. Donc il y a eu plusieurs questions sur sur la fiabilité des données. D'une part, est-ce que le télédéclarant est le seul responsable s'il y a des erreurs dans les données indiquées? Et puis également la question des délais pour mettre à jour ces données nouvelles par le télédéclarant, notamment comment est-ce qu'on s'assure que les données sont bien à jour? Alors, concernant la validité des déclarations du télédéclarant,
nous avons plusieurs moyens de contrôler ces données. Tout d'abord, c'est une mission du notaire. Le notaire, quand il va procéder à un acte sur une copropriété, doit vérifier que cette copropriété est bien immatriculée. Deuxièmement, il doit vérifier aussi les données financières et alerter le teneur dès qu'il trouve des données qui lui semblent erronées par rapport aux documents qu'il possède. Car vous savez que le notaire, lorsqu'il procède à un acte, a un état daté qui est l'état de situation à un instant donné de la copropriété. Ensuite, nous avons aussi les copropriétaires eux-mêmes qui peuvent demander à leur syndic la fiche synthétique de la copropriété qui est issue directement du registre et qui est une photographie à un instant T des données contenues dans le registre pour cette copropriété. Et puis nous avons aussi le teneur qui fera, lui, des analyses de cohérence des données lors des différentes mises à jour. Il y a une obligation légale au niveau du télédéclarant de faire une mise à jour annuelle de ces données. Il a 3 mois après la date de l'AG pour saisir les données mises à jour dans le registre. Et nous aurons des contrôles qui sont implémentés et qui nous permettront de vérifier si le télédéclarant a bien fait ses mises à jour. Il faut savoir aussi qu'il est alerté par courriel de cette nécessité de mise à jour. Et on lui rappelle les échéances par rapport à sa dernière déclaration. Ok, très bien. Alors, de manière plus qualitative et sur le même sujet, il y avait un des participants qui disait que certaines associations de défense des consommateurs, de copropriétaires, qui indiquent que parfois ces déclarations sont négligentes et peut-être peu fiables. Est-ce que vous, de manière plus qualitative, vous avez un avis là-dessus? On a bien entendu qu'il y a du contrôle et du suivi, mais est-ce que, sur cette question de la fiabilité de données, est-ce que vous avez un avis? Eh bien, écoutez, en fait, comme je vous le disais, c'est une obligation du télédéclarant. C'est aussi, si l'association nous indique qu'elle a des doutes sur la fiabilité de ces données, c'est une association de copropriétaires, eh bien, rien n'empêche aux copropriétaires de demander les données contenues dans le registre pour leur copropriété. Et ça, le syndic ne peut pas s'y opposer. Donc, ça veut dire que ce soit le président du conseil syndical ou un copropriétaire, ils peuvent très bien demander au syndic de faire des corrections s'ils s'aperçoivent qu'il y a des données erronées dans le registre. Nous allons, nous, de notre côté, aussi faire des contrôles, mais il faut savoir que nous sommes à la première phase, qui est la phase d'immatriculation de l'ensemble du parc des copropriétés. Et donc, les contrôles que nous pourrons faire sur la validité des données ne pourra être efficace que dans 1 an ou 2 ans, quand nous aurons des mises à jour annuelles de ces données. Vous avez dit que vous aviez peu de données sur l'énergie, et du coup il y avait une question sur l'obligation de réaliser un audit énergétique. Est-ce que ça ne permet pas justement d'avoir l'étiquette énergie de la copropriété? Alors, ce qui est demandé dans le registre, ce sont les étiquettes énergétiques par bâtiment. Ce qui est demandé au niveau d'Habiter Mieux, c'est justement d'avoir ces étiquettes énergétiques. Et si elles sont pas connues, il est possible de financer dans la partie AMO les audits énergétiques pour avoir ces étiquettes. On sait très bien que dans le cadre du programme Habiter Mieux copropriété fragile, ces étiquettes ne sont la plupart du temps pas connues. Il y a 2 types d'aides dans Habiter Mieux copropriété fragile, une aide au syndicat pour les travaux, mais une aide au syndicat aussi en AMO.
Et cette aide au syndicat en AMO permet de financer l'audit énergétique. Et donc de vérifier que la copropriété remplit les critères de étiquette énergétique. Et il faut savoir, qui est aussi du fait des aides, c'est que c'est pas parce que nous finançons des aides d'abord d'AMO sur Habiter mieux, copropriété fragile, que ça doit déboucher automatiquement sur des travaux, parce qu'on sait très bien que c'est, même s'il y a des aides derrière, ça peut être compliqué à faire voter, ou alors on s'aperçoit que la copropriété, eh bien, au niveau audit énergétique, est à un niveau suffisant. Et donc ça, on ne peut le savoir que si il y a un audit énergétique derrière. D'accord. Concernant le registre, il y avait une question sur les modalités d'accès au registre. Enfin, vous avez présenté l'analyse par territoire, etc. Est-ce qu'il y a comment on s'y prend pour accéder au registre? Alors, il y a deux types d'utilisateurs des données du registre. Le grand public et les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'État. Le grand public a accès au registre, à l'annuaire des copropriétés, avec deux versions. Une version qui a été mise en ligne là début juillet avec des informations restreintes, mais correspondant à ce qu'on pouvait faire avec le décret du 26 août 2016. Et nous avons à l'automne des informations supplémentaires qui vont arriver dans l'annuaire parce que nous avons un nouveau décret en préparation qui prend en compte la loi égalité et citoyenneté et surtout son article 129 sur l'accès aux données supplémentaires de l'annuaire. Ça, c'est la première chose pour le grand public. Et le grand public accédera fin août, début septembre au panorama des copropriétés qui sont des états statistiques agrégés par région, département ou commune concernant les copropriétés, avec des axes soit l'organisation, les finances, les procédures administratives et les informations techniques. Tout en sachant que pour les informations financières, ce sera juste des panoramas sur les charges moyennes suivant des profils de copropriété que nous sommes en train de définir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer des charges de copropriété d'une copropriété se trouvant dans le Limousin avec celle se trouvant en région parisienne. Et nous ne pouvons pas comparer des charges de copropriété d'une petite taille avec des copropriétés de grande taille. Et donc, nous sommes en train de définir, à partir des données que nous avons et des outils d'analyse, des profils de copropriété. Et à partir de ces profils de copropriété, nous ferons une publication des charges moyennes avec l'écart type par région, tout en sachant que si sur un territoire, nous n'avons pas plus de 10 copropriétés immatriculées, nous ne pourrons pas communiquer ces informations dans le cadre du respect du secret statistique. Les collectivités territoriales et les services déconcentrés accèdent à toutes les données brutes des copropriétés, donc toutes les données contenues dans le registre pour les copropriétés de leur territoire. D'accord. Très bien. Il y avait une question sur l'aide financière pour la réalisation d'AMO. Est-ce qu'elle reste mobilisable dans le cas où la copropriété est soumise
a l'obligation de réaliser un audit énergétique ou un DPE collectif en lien avec la question précédente sur l'étiquette énergie. La réalisation d'AMO reste-t-elle mobilisable dans le cas où la copropriété est soumise à l'obligation de réaliser un audit énergétique ou DPE collectif? Oui, non, mais c'est toute cette articulation. Pour accéder à l'AMO, il faut à la fois l'étiquette énergétique et le taux d'impayé. Si vous n'avez pas l'étiquette énergétique, est-ce que vous avez accès à l'aide AMO? Or, là, ce que vous dites, c'est si on a quand même l'étiquette énergétique, est-ce qu'on peut mobiliser l'AMO? Alors, est-ce que vous m'entendez mieux si je parle comme cela? Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît, Vincent? La question est, comme le disait à l'instant Pierre Silco, pour financer un audit énergétique. Oui. Notamment voilà, un audit qui va vous permettre de déboucher sur des scénarios avant, après et des précaux de travaux, etc. Oui, l'aide à l'AMO peut être financée pour cela. À la question, si on n'a aucune information sur sur la performance énergétique de la copropriété, est-ce qu'on peut quand même accéder à l'aide AMO? Là, ça va être plus compliqué. Donc, je vous invite quand même à regarder le formulaire état de la copro qui permet d'accéder à l'aide AMO, et on ne demande pas de justificatif, mais on demande à ce qu'un minimum d'informations y soit renseigné. J'espère que je suis suffisamment clair. Subtil, hein? Je pense que oui. Il y avait une dernière question, alors plutôt pour Vincent, après votre présentation, la question du cumul des aides aux syndicats et des aides individuelles. La moins facile à aborder pour des personnes qui manipulent pas souvent les aides de l'ANA. Ce qu'on appelle communément le mixage des aides. C'est-à-dire parsemer d'un peu d'aide individuelle un montage qui mobilise des aides collectives est possible avec le régime d'aide cofragile. Néanmoins, deux remarques de pratique, de retour sur expérience. Ce mixage des aides est plutôt pertinent. Pour des copropriétés de moyenne petite taille que pour des grandes copropriétés, parce que ça devient après assez ingérable. Par ailleurs, la philosophie de ce mixage des aides vaut pour solvabiliser particulièrement quelques propriétaires les plus fragiles, puisque, vous l'aurez noté pour ceux qui connaissent le régime d'aide, les aides individuelles permettent de mieux financer